Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, dans tous mes états, bien sûr, et la preuve, nous en restons quelquefois muets. Au fond, quelquefois, c'est très bon de se rapporter aux chiffres, à ce qui se passe. Et là, deux sujets dont on traite souvent, qui provoquent des polémiques énormes, mais qui sont toujours vraiment un peu biaisés, selon justement ce dont parlait Klaus Kinzler, la science militante. Qu'est-ce que ça veut dire, la science militante? Eh bien, on y assiste tout le temps. Évidemment, plus dans les sciences molles que dans les sciences dures. C'est plus difficile dans les sciences dures de faire du militantisme et de raconter n'importe quoi. Mais là, effectivement, avec Agnès Verdier-Moulinier, nous allons parler des mineurs étrangers non accompagnés et de l'AME, l'aide médicale d'État. C'est combien? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte. L'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré menteur. C'est vrai qu'on peut se poser la question avec les Parisiennes. J'adore l'argent, ne fait pas le bonheur, certes, mais quand elles ajoutent celui qui a dit ça est un sacré menteur, on peut se poser des questions quand même. Ça aide. Je crois que ça aide un peu, on ne peut pas nier ça. Agnès Verdier-Moulinier, bonjour. Oui, bonjour André. Bonjour Agnès. Vous, évidemment, vous publiez des rapports qui dérangent, qui vont à rebrousse-poil, vous faites traiter de tous les noms, mais comme vous réagissez toujours très bien et que vous avez les chiffres à l'appui et les faits à l'appui en général, ça passe et sans que ça casse. Agnès Verdier-Moulinier, vous avez sorti un rapport sur les mineurs étrangers non accompagnés. Alors, il y aurait 40 000 mineurs étrangers non accompagnés, comptabilisés en tout cas, qui nous coûteraient 2 milliards d'euros annuels. C'est bien ça ? Écoutez, c'est très difficile de dire exactement la totalité de mineurs non accompagnés aujourd'hui en France. Ce qu'on pense aujourd'hui à la Fondation IFRAP, c'est qu'on est autour de 28 000 mineurs non accompagnés. Mais c'est vrai qu'en 2018, par exemple, il y a eu 50 000 demandes. Ouais. Toutes n'ont pas abouti. Donc voilà, on est autour de 30 000. On est dans une dépense qui est entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros par an. Voilà la situation actuelle. Alors justement, parce qu'il y a un flou non artistique là-dessus, est-ce que on a beaucoup parlé de mineurs qui ne sont pas vraiment des mineurs et sur lesquels on ne fait pas d'examen pour savoir exactement quel est leur âge? Est-ce exact? Oui, alors ça c'est difficile aussi parce que on a beaucoup d'exemples de personnes qui se déclarent mineurs non accompagnés, étrangers isolés, et qui dans certains départements finalement se révèlent, quand on creuse un peu, être très largement majeurs, voire avoir très largement plus de 30 ans pour certains. Ouais. Alors il y a un document qui n'est pas un document de la Fondation IFRAP, c'est une expérimentation du parquet de Paris de 2019. Oui. Il y avait 154 jeunes formellement identifiés qui étaient déclarés mineurs non accompagnés. Et sur cette expérimentation, avec ce petit sondage qui a été fait, en fait, 141 se sont révélés majeurs, donc 91,6% d'entre eux. Ouais. Et donc, dans l'agglomération parisienne, ce qu'estiment les experts du sujet, c'est qu'il n'est pas exagéré d'imaginer qu'il y a à peu près la moitié des mineurs non accompagnés de l'agglomération parisienne qui seraient en réalité âgés d'au moins 18 ans, alors qu'ils se prétendent âgés de moins de 18 ans. Mais la moitié, ça fait beaucoup, la moitié. Enfin, si ces chiffres sont exacts, c'est quand même énorme. Moitié.
Oui, mais alors là, on parle de l'agglomération parisienne spécifiquement, on parle d'estimations qui ne sont pas totalement sourcées, totalement documentées. Effectivement, c'est compliqué de leur faire passer les tests osseux qui permettraient de dater de manière plus tangible leur date de naissance. Donc oui, c'est vrai que c'est un sujet très important. C'est surtout un sujet très important en termes budgétaires pour les départements qui financent et qui ont vu exploser la dépense, hein, parce qu'il faut bien comprendre que ce sujet est un sujet qui est monté, disons, crescendo, c'est-à-dire que en 2005, par exemple, selon un rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, on comptait 2500 mineurs non accompagnés pris en charge dans les départements. Vous comprenez sur toute la France, vous voulez dire sur toute la France. Sur toute la France, vous comprenez que maintenant on est plutôt dans ce que je vous ai dit, c'est-à-dire autour de 30 000, qui est un chiffre plutôt une estimation. Donc ça veut dire que... Alors c'est vrai qu'avec la pandémie, il y a eu un peu moins de demandes de prise en charge. Hein. Par exemple, le chiffre a baissé en 2019 à 16 760. Donc tous ces chiffres-là, il faut évidemment les prendre avec des pincettes. On ne peut pas considérer que tous les mineurs étrangers isolés seraient tous des délinquants, mais c'est vrai. Bien sûr, on ne parle pas de ça d'ailleurs. Il y a un sujet en fait sur ces mineurs qui ne sont pas vraiment mineurs et qui coûtent extrêmement cher aux finances publiques. Alors tout le monde n'est pas toujours d'accord pour dire quelle est la fourchette exacte de dépenses par mineur isolé dans les départements. Nous on avait chiffré ça autour de 40 000 euros. Certains disent bah oui c'est surévalué, etc. Mais ça reste quand même des montants très très importants, parce que si on le met en regard de ce qui est dépensé par exemple pour une place en lycée ou en collège, où on va être, même dans une prépa par exemple à Henri IV, c'est 13 000 euros par an, une prépa Henri IV pour la puissance publique. Donc vous vous rendez bien compte que le niveau de dépenses qui est alloué pour ces mineurs non accompagnés est très très important de la part de la puissance publique, et qu'il y a quand même une évaluation très claire à faire là-dessus. Alors, le parquet de Paris aussi a fait des analyses. Hein, le nombre de déférés au parquet était en augmentation sur les mineurs et les mineurs non accompagnés avaient une place prépondérante dans les mineurs déférés au parquet, hein, c'est-à-dire qu'ils représentaient plus de 70%. Donc ça c'était... Oui, c'est un vrai problème qui est posé, non seulement en termes de coûts, mais peut-être en termes d'incivilité, disons, et autres, quoi. Pour certains, il ne faut pas généraliser, évidemment, ce serait ridicule. Non, mais il ne faut pas généraliser. Et puis alors, le fait qu'il y ait des mineurs, des soi-disant mineurs non accompagnés, qui finalement sont pris en charge par l'aide sociale dans les départements, ça empêche aussi des vrais mineurs d'être potentiellement pris en charge, quoi. Donc là, il y a vraiment une question quand même importante. Et puis, on se souvient que ce mineur qui était allé faire une attaque en septembre de 2020 devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, en fait, il avait 25 ans et il avait été considéré comme mineur. Absolument. Voilà. Donc là, il y a vraiment un très très gros sujet d'identification de l'âge véritable de ces mineurs non accompagnés, et aussi des associations qui autour finalement parfois aiguillent des personnes qui leur semblent jeunes vers l'idée d'aller se déclarer comme mineurs isolés, de détruire leurs papiers, etc. Donc ça aussi c'est un vrai sujet. Et on leur donne des conseils, effectivement, à la fois juridiques et autres, de quoi faire pour, effectivement, passer entre les gouttes, il faut le dire, aussi. C'est-à-dire utiliser une possibilité de se déclarer mineur alors qu'ils ne sont pas mineurs, et que finalement tout le monde s'en doute un peu, mais que finalement ça coûte extrêmement cher à nos deniers publics. Il faut savoir que nos départements financent déjà le RSA, financent aussi cette question des mineurs isolés, et se retrouvent pour beaucoup aujourd'hui dans des situations de finances publiques
publiques extrêmement tendues et que ensuite derrière ça a un impact évidemment sur les deniers de tous les Français, puisque pour financer tout ça, il faut augmenter les taxes locales, les taxes foncières, etc. Donc ça pèse sur les ménages, sur les entreprises. Il y a un jeu de domino, mais comment vous expliquez, Agnès Verdier-Molinier, on parlait du flou des chiffres, comment vous expliquez qu'il n'y ait pas de commission d'enquête parlementaire, par exemple, qui ne se soit pas penché là-dessus, et avec les 400 000 organismes et observatoires que l'on fonde pratiquement chaque année, j'exagère, mais à peine, comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu d'enquête sérieuse, approfondie, et c'est pas difficile à faire, enfin, c'est pas... c'est pas tout à fait exact, il n'y a pas eu vraiment de commission d'enquête à proprement parler, mais le 10 mars 2021, il y a eu un rapport d'information par la commission des lois sur la problématique de sécurité associée à la présence sur le territoire de mineurs non accompagnés. C'était présidé par les députés Eliaou et Savigna. Donc, dans ce rapport, il y a des choses absolument passionnantes et extrêmement documentées, extrêmement chiffrées, qui montrent que oui, on a un énorme souci sur ce sujet, que ce sujet vraisemblablement va continuer à devenir un fardeau financier pour nos départements qui à un moment ne sera plus finançable, et que il faut expertiser de manière beaucoup plus factuelle, dépassionnée cette problématique-là. Mais on va voir, on va voir si ce sera suivi des faits. C'est là tout le problème, hein. C'est bien sûr. Oui, et puis il y a la question aussi des pays et de provenance de ces mineurs non accompagnés qui sont à très très grande proportion originaires du Maghreb, 75%. Et là, la question... Non, mais la question est là, mais Agnès Verdier-Molinier, en fait, c'est toujours l'équilibre à trouver entre, effectivement, la volonté qui ne doit pas être annihilée de la France, terre d'accueil, effectivement, de la générosité, mais aussi de ne pas tomber dans l'excès contraire et dans les déficits absolument insurmontables que cela risque d'entraîner. C'est vraiment le problème. Et vous le dites, et en fait, c'est un problème éminemment politique, évidemment. Oui, mais à minima, il faudrait exiger d'avoir une identification des individus. Ouais. C'est un prérequis pour une orientation efficace ensuite des mineurs non accompagnés, et qu'on sache leur identité, qu'on puisse effectuer des relevés d'empreintes digitales, qu'on puisse s'assurer que leur minorité est effective. Sinon, il faut les réorienter vers des dispositifs pour adultes qui coûtent quand même beaucoup moins cher. Donc, mais c'est hallucinant que ça ne soit pas déjà fait, pardon. Je veux dire, pourquoi ces dispositifs ne sont pas obligatoires? Scientifiquement, on sait qu'on peut le faire. Pourquoi ce n'est pas obligatoire? Pourquoi ce n'est pas exécutoire? Je pense que c'est en train de changer, ça va changer à vitesse grand V à cause de ce problème de finances publiques dont on a parlé, et qui fait qu'à un moment, ça devient, disons, quelque chose qu'il faut traiter en priorité, parce que quand vous avez 2500 mineurs étrangers isolés, c'est pas un sujet. Quand vous en avez autour de 30 000, ça devient un sujet important. Et il y a des départements qui sont pas très fortunés et qui se retrouvent avec des situations de financement et d'augmentation de la dépense qui est exponentielle. Donc là, certains départements ont vu s'envoler leurs dépenses en question, et ça n'est pas tenable en fait. C'est clair. En tout cas, problème à suivre. Par exemple, le Val d'Oise avait vu en 4 ans les dépenses relatives aux mineurs isolés passer de 4 à 17 millions d'euros. Donc, de 4 millions à 17 millions d'euros, que pour le Val d'Oise.
Oui, en 4 ans. Donc Ben, bien sûr. Ça impacte et drôlement. Et ça impacte énormément nos finances publiques. Donc il faut dépassionner absolument ce débat et en fait faire respecter la loi. Il n'y a aucune raison qu'un étranger en France se retrouve déclaré comme mineur isolé avec on est bien d'accord. Toute la dépense énorme qui va avec parce qu'on les prend en charge comme des mineurs. Alors qu'ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, et parfois même, j'ai eu des exemples dont on m'a parlé où c'était même 39 ans. Oui. Donc, vous savez, très, très, très éloigné d'être mineur. Hein. Résumons-nous, il faut appliquer la loi. C'est quelque chose de très simple, mais ces 4 mots, qu'est-ce que c'est compliqué, hein, et pas seulement dans le domaine des mineurs non accompagnés, ou des faux mineurs non accompagnés. Merci. C'est-à-dire que l'impression que ça donne parfois, c'est que la loi s'applique de manière aléatoire entre les uns et les autres, et alors que tout simplement il faut l'appliquer on est bien d'accord. Et la faire respecter. Et puis c'est aussi la condition ensuite de continuer à vivre dans une société qui a un minimum de cohérence et d'acceptation des règles communes. Eh bien, écoutez, on est bien d'accord sur ces mots. Merci à Agnès Verdier-Moulinier. Merci de nous avoir apporté ces éclaircissements. Merci Agnès Verdier-Moulinier. Je rappelle que vous êtes directrice de l'IFRAP et il y a moyen de savoir si ces mineurs sont vraiment mineurs ou pas. Ce sont les tests osseux. Donc c'est un sujet qui reviendra sûrement pendant la présidentielle. Dans un instant, on va recevoir Idriss Aberkane.